Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc nous sommes dans cette deuxième itération de la série de webinaires sur la régénération dans le tourisme. La session d'aujourd'hui donc sera consacrée au co-design dans l'expérience touristique et fait suite finalement aux principes de base qui ont été exposés la semaine dernière dans l'occasion de la première session. On attend encore quelques inscrits. Et la session suivante, Maëva, portera sur Le storytelling, les principes du storytelling et le développement régénératif. Puisqu'il est l'heure, je vous propose de commencer. Bonjour Marion. Merci de nous rejoindre. Je t'en prie Maëva. Alors, bonjour à tous, merci d'être aujourd'hui avec nous. Donc, normalement, tout le monde a dû assister au webinaire de la semaine dernière, mais je ne sais pas si c'est l'occasion de nous présenter à nouveau. Je passe les premières slides. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la régénération et de l'expérience touristique. Avant de plonger un peu plus dans le co-design dans l'expérience touristique, et nous finirons la session avec des discussions et des échanges si vous avez des questions. Donc vous connaissez le projet Enforce maintenant, qui avait vraiment cette vocation à essayer de redéfinir la perception et la participation au voyage pour un développement régénératif. Donc, on parle beaucoup du co-design et du storytelling dans les différents modules qu'on a développés dans le cadre de ce projet. Et avant de commencer, nous avons préparé quelques petits sondages pour un peu faire un rappel de la session précédente. Alors, Alors, la classe de Madame Filippini n'aura le droit qu'à une seule réponse à ces sondages. Faudra d'accord. Alors, je ne sais pas. Je suis. Ah oui. Donc, normalement, vous avez accès à la première question. Est-ce que tout le monde voit le sondage? Apparemment, c'est le cas, oui. Okay. On vous laisse une petite minute pour votre réponse. Alors, donc la première question, quels sont les principes universels des systèmes vivants que nous avons étudiés la semaine dernière? Ensuite, quel aspect du tourisme régénératif vous a le plus marqué lors du premier webinaire? Et enfin, quelles sont les principales limitations de l'approche de certification durable? Alors,
On va laisser 2 petites minutes encore. N'hésitez pas à répondre, à soumettre le vote. Bon. Bon, pour passer aux réponses. Alors, les principes universels des systèmes vivants que nous avons étudiés. La bonne réponse était la B, les parties, relations, unité, auto-intégration. Ce sont les principes que nous avons étudiés la semaine dernière et qui correspondent au travail inspiré de Michel Holiday. Ensuite, alors l'aspect du tourisme régénératif qui vous a le plus marqué. Donc, ça dépend de chacun. Alors, il n'y a pas de réponse pour cette question. Je ne sais pas si tout le monde a pu la voir. Finalement, les principales limitations de l'approche de certification durable, c'est effectivement qu'elle fournit une vue instantanée de la performance à un moment donné. Et là où on voudrait une vue plutôt d'ensemble et à long terme. Ensuite, un risque de se concentrer uniquement sur la conformité et moins sur l'innovation. Je reviens, Maëva, sur cette question, justement, des limitations de l'approche de la certification durable. On le voit souvent quand on présente notamment le label Green Destinations aux collectivités, aux destinations, où c'est, je pense qu'un des aspects que ces entités trouvent le plus satisfaisant est de comprendre que la démarche de certification agit à la fois comme une forme de validation du travail qui a été effectué de longue haleine parfois, avec des problématiques de conviction d'élus sur les investissements, sur la mobilisation des ressources, mais que surtout, au-delà, on va dire, de l'obtention de la labellisation, c'était d'installer sur le long terme une dynamique, on va dire, validée et soutenue dans le temps, pour justement continuer à progresser. Donc effectivement, on ne se concentre pas uniquement sur un aspect de bilan, mais on s'inscrit au travers de ces certifications durables dans une dynamique de long terme qui vient, à la limite même, lorsque les gouvernances sont amenées à changer, permettre de maintenir le cap, même s'il y a un changement d'élu, par exemple, au niveau des territoires, des destinations. Donc pour ça a vraiment, on va dire, une vertu cardinale quand on pense développement long terme sur un territoire et sur une destination. Merci Nicolas pour ces précisions. Alors, pour commencer sur la régénération et l'expérience touristique, j'ai choisi de nouveau une citation de Gilles Peuf cette fois, qui est un biologiste français expert en biodiversité et qui explique que le tourisme régénératif, c'est réapprendre à être humble face à la nature, à la comprendre, à la respecter et à agir pour sa restauration. L'expérience touristique devient alors une opportunité de sensibilisation et d'action où chaque visiteur peut contribuer à la régénération des écosystèmes qu'il découvre. Alors cette citation, elle met en lumière 2 dimensions qui sont cruciales dans l'approche régénérative et qui sont assez complémentaires finalement. C'est l'approche, l'aspect de l'expérience individuelle que va vivre le visiteur qui va contribuer à une transformation personnelle, une reconnexion à l'environnement, aux communautés locales de l'endroit qu'il visite, qui va finalement être source d'apprentissage sur soi, sur son rapport au monde et sur les cultures et l'environnement autour de lui, et qui va aussi être source de responsabilisation et donc pouvoir contribuer à l'engagement des visiteurs direct ou indirectement dans la destination qu'ils visitent. Le deuxième aspect,
il se retrouve dans la phrase « l'expérience touristique devient une opportunité de sensibilisation et d'action ». On comprend que finalement la façon dont les destinations et l'offre touristique qui est présente dans un lieu, la façon dont les expériences touristiques sont façonnées et dont l'offre est structurée va finalement avoir une grande influence sur cet engagement auprès des visiteurs. Donc, les destinations peuvent devenir des modèles de développement régénératif et finalement offrir la possibilité à ces visiteurs de s'engager dans ce cercle vertueux de régénération. Et donc, c'est quand même une approche complémentaire où on a à la fois la responsabilité des touristes de s'informer et de réapprendre d'une certaine manière, alors que la destination a ce travail de fond à faire où elle va orienter et guider le visiteur dans cette démarche-là. Il y a également aussi une dimension qu'on verra certainement sur d'autres slides, c'est que l'expérience vécue par le visiteur au travers de cette expérience proposée, régénérative, crée un lien sur le long terme qui peut durer au-delà du temps de visite. Donc, dans le cadre soit de la fidélisation ou même de la poursuite de l'implication du visiteur sur le long terme, c'est un atout majeur pour les destinations. Oui, exactement. Bah, c'est un peu un aspect qu'on voit dans ces slides. Finalement, c'est cet aspect le rôle de l'expérience touristique dans la connexion du visiteur avec l'endroit qui va être visité, que ce soit avant, pendant ou après l'expérience. Et finalement, la période avant et après sont peut-être même plus importantes que le pendant, puisque ces expériences peuvent laisser vraiment un impact qui va finalement faire faire réfléchir l'individu et permettre aussi du bouche à oreille et attirer des personnes qui vont partager les mêmes valeurs que cette destination. Et donc, voilà, c'est tout ce cercle vertueux qu'on vise dans une approche régénérative. Et donc, l'idée finalement, c'est de redéfinir l'expérience touristique. Donc, on parle d'un passage d'une interaction unilatérale vers un échange complexe et holistique. Donc, c'est quelque chose dont on a déjà parlé la semaine dernière. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser les expériences touristiques comme un support qui va à la fois permettre cette transformation, cette connexion, cette immersion profonde avec la destination. Et aussi, ça va être un exercice pour la destination pour rassembler ces acteurs, l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées et de prendre en compte toutes les variables qui concourent dans cette destination pour finalement définir ensemble une vision commune, se poser les bonnes questions et choisir une direction dans laquelle tous ces acteurs ensemble veulent se diriger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les slides suivantes. Mais finalement, ce tourisme expérientiel a vraiment un fort pouvoir de transformation et de régénération. Donc, c'est bien connu aujourd'hui que les attentes des visiteurs ont bien évolué et c'est quelque chose qui s'observe beaucoup depuis le Covid. Il y a de nombreuses études, Booking.com, McKinsey. Une étude, par exemple, montre que 68% des voyageurs préfèrent maintenant payer pour des expériences uniques plutôt que des produits, des objets matériels. Mais ça montre vraiment qu'on recherche aujourd'hui à vivre la destination, à entrer en interaction avec le monde. Et donc, ça va engendrer une demande pour des expériences plus significatives, avec un potentiel de transformation. Et donc, cette impression durable qui va impacter le visiteur, même après leur retour. Et finalement,
c'est cette approche-là qui permet à la fois de restaurer des destinations qui ont été endommagées par le tourisme de masse notamment, et ou de créer des modèles de développement plus équilibrés et résilients pour l'avenir. Donc il faut bien comprendre que la régénération, ce n'est pas seulement un processus qui arrive en réaction du tourisme de masse ou d'autres impacts négatifs qui sont liés à la façon dont le tourisme est organisé aujourd'hui, mais c'est aussi et surtout une approche préventive et proactive qui va permettre de garantir la prospérité et l'authenticité d'un lieu à long terme. Donc, un exemple que l'on connaît bien chez Euracom, c'est celui de la baie de Somme, avec lequel on a travaillé avec lequel on travaille encore aujourd'hui dans le cadre de Green Destinations notamment. Je vais peut-être laisser Nicolas en Merci parler Maëva. un peu plus. Oui, on a approché la baie de Somme en début 2023 sur ce qui nous semblait être une opportunité dans le cadre du Top 100 Stories de la fondation Green Destinations, qui est en fait une collection de bonnes pratiques mises en récit pour justement diffuser au niveau international des exemples qui méritent de l'être dans différents secteurs. Il y a 6 grandes thématiques dans le cadre de Green Destinations. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre Destination Management, donc la gestion des destinations touristiques. Et la baie de Somme venait d'inaugurer la finalisation de son programme de développement de parcours sécurisé pour les vélotouristes, qui représente à peu près 160 km de circuits vélo sur l'ensemble du territoire de la baie de Somme. Et l'histoire qu'on a mis en récit avec eux, c'était de démontrer justement comment cette vision long terme, en termes de préservation de l'espace, de son aménagement, avait permis finalement, au moment où ces problématiques de mobilité durable étaient nécessaires et utiles pour le territoire, d'avoir à la fois l'offre, que ce soit en termes de kilomètres de pistes suffisamment grandes pour permettre aux touristes de se déployer, mais également donc bien sûr les opérateurs de location sur place, mais effectivement d'être suffisamment identifiés par les vélotouristes pour que ceux-ci, on va dire, soient en demande. Donc cette anticipation qui se distingue par rapport à d'autres territoires de la région Hauts-de-France, par exemple, ou ailleurs, a permis justement de résoudre un certain nombre de problèmes, dont celui de la mobilité durable, sur le territoire de la baie de Somme. Et donc d'engager le touriste dans une autre façon, finalement, de visiter, de découvrir le territoire et la destination. Donc en plus, c'est une histoire qui a été une belle histoire également, puisqu'elle a été primée au salon ITB de Berlin, on va dire en mars 2024, et ça a été de mémoire la seule bonne pratique et mise en récit française, voire même européenne, dans ce secteur. Puisque les autres qui ont été primés, c'était la Colombie de mémoire et l'Australie. Et ça, bien évidemment, on en reparlait avec l'ADEME dans le cadre d'Interreg 3ST la semaine passée pour ceux qui participent à l'exercice dans les Hauts-de-France. Ces questions de réinventer, de repenser la mobilité nécessitent obligatoirement d'associer dans le cadre d'une démarche positive, holistique, comme on parlait la dernière fois, on va dire le visiteur et les opérateurs locaux. Merci Nicolas. Excusez-moi pour cette interruption. Merci Nicolas. Effectivement, alors nous allons maintenant passer un peu plus dans le co-design et l'expérience touristique, donc toujours avec une citation de Bill Reed cette fois,
qui est pionnier dans le design régénératif et le développement régénératif, qui explique que celui-ci consiste à travailler avec les systèmes vivants d'un lieu de manière à ce que les personnes et les communautés évoluent en même temps que ces systèmes et apportent continuellement de la valeur ajoutée à l'écosystème, à la société. Donc cette idée de valeur ajoutée est finalement ce qui va rester le plus dans cette idée de co-design, de s'apporter mutuellement des bénéfices. Donc, puisque le co-design, comme on en a déjà entendu parler, ça consiste à rassembler l'ensemble des parties prenantes pertinentes pour contribuer collectivement à la conception et développement des offres touristiques. Donc, le fait de rassembler tous ces acteurs qui évoluent dans le lieu concerné fait que les solutions qui émergent des ateliers de co-design sont locales et 100% adaptées aux spécificités et aux besoins du terrain. Donc, c'est cet exercice qui va permettre de créer des expériences qui sont adaptées à la fois aux préférences des visiteurs, mais également et surtout profondément ancrées dans le lieu et qui vont refléter donc entièrement les besoins des communautés locales. Donc en fait, ce qui est le plus important dans cette démarche, c'est vraiment la création le fait de créer un échange, d'engranger un échange avec les acteurs, de réunir toutes les personnes concernées qui contribuent à faire vivre une destination, de les réunir autour d'une table pour que chacun soit ses problèmes et essayer de trouver des manières de réfléchir ensemble et finalement de trouver des solutions ensemble pour façonner la destination ou façonner le lieu dans lequel on vit, dans lequel on évolue, de manière à ce qu'il reflète les valeurs et les principes qui émanent du lieu et qui émanent des personnes qui vivent dans cet endroit. Donc un exemple qui a été évoqué la semaine dernière, c'était celui de Visit Flanders. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de vous renseigner un peu plus profondément sur cette destination. Mais effectivement, c'est un très bon exemple dans la manière dans laquelle une destination peut venir réunir justement tous ces acteurs pour réfléchir, pour remettre en question la façon dont les choses fonctionnent et vraiment venir se poser de nouvelles questions, poser des questions différemment. Donc avec l'objectif de créer vraiment un équilibre positif à la fois pour le visiteur, pour les hôtes, donc quels qu'ils soient, tous les acteurs qui vivent et évoluent dans un lieu, et à la fois pour le lieu. Et avec le but, ici on le voit dans ce schéma, avec le but à la fin d'avoir une communauté florissante. Donc c'était les termes de Anna Pollock qui a aidé dans la réflexion de cette stratégie et qui est vraiment une voix très influente dans le développement, dans la régénération. Donc un des principes fondamentaux finalement de cette démarche et qui a été appliqué dans ce cas, c'est vraiment le fait de poser des questions aux gens qui sont concernés plutôt que de vouloir donner systématiquement des réponses à leur place, de comprendre comment on peut évoluer dans cette direction, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut voir différemment afin de pouvoir évoluer dans la bonne direction. Avec le point principal de cette stratégie pour Visit Flanders, c'était de prendre la capacité, comment on appelle ça? La capacité de charge locale. Donc, combien de touristes on peut accueillir avant qu'on ne bascule dans des effets négatifs. Donc, avec le surtourisme, l'exploitation et finalement un mécontentement des personnes qui habitent dans la communauté. Et ça, on l'a vu sur le terrain.
encore dernièrement. Quand finalement, vous voyez donc dans ces 3 cercles, on ne retrouve que les visiteurs et on va dire les socioprofessionnels et que les résidents sont exclus, c'est là où on voit apparaître de façon, quasi systématique de la touristophobie. Mmh. Et encore une fois, c'est très, très difficile, de mettre en œuvre, on va dire une dimension régénératrice si on n'a pas, les habitants qui sont impliqués. Parce qu'on a à ce moment-là une forme de résistance, active ou passive, contre les effets du tourisme sur le territoire, ce qui empêche bien évidemment de mettre en place, une démarche qui est, vraiment vertueuse dans le sens de celle que l'on porte aujourd'hui. Oui, effectivement et donc c'est là où vraiment cette, capacité d'accueil, est est un point finalement très important, puisque c'est de là que c'est en définissant ce point-là, on arrive à définir, l'équilibre entre beaucoup d'autres, sur beaucoup d'autres aspects, donc notamment donc à partir de combien de touristes, est-ce que cette, ce monument, va-t-il être trop visité, en surcharge et finalement, est-ce qu'on ne à partir de combien de personnes est-ce qu'on ne va plus bénéficier de l'apport financier de ces touristes? Et si on se pose cette question pour, l'ensemble de la destination et des endroits qui la constituent, finalement, on va arriver à redéfinir les indicateurs et ça, c'est un gros travail, dans cette démarche de régénération, c'est de redéfinir à quoi ressemble le succès dans le tourisme. Donc, qu'est-ce qui, va être un indicateur de succès? Qu'est-ce qui va être un indicateur de bien-être et hem, de réussite et de progrès, dans le tourisme? Et ça, ce sont des choses qui sont spécifiques à chacun, des lieux et on peut pas forcément avoir la même le la les mêmes critères pour, d'un endroit à l'autre. Et cette implication, de la population est importante parce qu'elle est vecteur de solutions aussi, par exemple sur les logiques de surfréquentation de certaines parties des destinations. Hem, Quand, vous avez, la possibilité d'interagir avec, les habitants dans le cadre des expériences que vous faites sur le territoire, bah, souvent, ils sont vecteurs de bons conseils, disant: «Bah, tiens, vous avez l'intention d'aller là-bas, mais il y a, par exemple, cet autre endroit qui est beaucoup moins fréquenté, sur lequel vous allez avoir, peut-être une expérience plus positive, dans votre configuration, de famille avec, des enfants en bas âge ou autre». Donc le résident, je dirais l'autochtone presque, a souvent, on va dire, la possibilité justement d'accompagner, le touriste, le visiteur sur des solutions pratiques, qui permettent d'une meilleure diffusion, des flux sur le territoire. Mmh. Et plus équitable même pour un certain nombre d'acteurs économiques, que ce soit des petits producteurs, que ce soit des artisans et autres. Oui et finalement donc vraiment l'implication, des résidents, c'est, donc le pilier de cette stratégie de Visit Flanders, hem et qui finalement vise à enfin l'idée vraiment derrière cette stratégie, c'était, d'encourager les résidents locaux à établir eux-mêmes une relation avec l'endroit où ils vivent. Donc de faire naître un amour pour, leur lieu de résidence, pour, leur environnement quotidien et remarquer des choses, qu'on remarque pas forcément et créer une relation là où il y en avait pas avant et finalement, c'est cet amour pour le lieu qui part de la communauté locale et qui va pouvoir finalement contaminer le visiteur quand lui, arrive au contact de ces communautés locales. D'où tout le travail de base, qui doit partir de la communauté locale et être fait
pour la communauté locale avant de pouvoir s'étendre aux touristes. Donc, nous avons identifié quelques points clés pour établir un processus de co-design, un processus de conception régénérative. Donc, voici un petit aperçu des 8 étapes que nous avons résumées ici. Donc, la création d'un espace favorisant l'échange et l'action collaborative, la représentation équilibrée et équitable de l'ensemble des parties, la compréhension du lieu, de l'expérience et du ressenti de chacun des parties, et notamment du coup des résidents, l'identification d'une vision commune pour l'avenir du tourisme et du lieu, la remise en question permanente dans une démarche collaborative et de réflexion, la prise de décision par la communauté et pour la communauté, le fait de repenser les indicateurs de succès notamment. Ensuite, un point important, c'est d'incuber, expérimenter et récolter des retours afin de réitérer la démarche, toujours dans une démarche de progression. Et enfin, d'être orienté vers l'avenir et d'investir dans vraiment cette vision au long terme dans la construction des relations entre l'ensemble des acteurs. Si vous devez mettre en œuvre l'ensemble de ces points, de cette méthodologie, il est évident que vous pouvez rencontrer des résistances. Sur le point 1, le choix de cet espace est très important en termes de neutralité et d'ouverture pour que chacun des participants puisse s'y sentir, on va dire, à sa place. Si, on va dire, l'espace d'échange est celui d'un acteur qui est un peu dominant sur le territoire ou dans l'activité, ça peut être un obstacle. Ça va de même donc avec le point 2 qui est la représentation équilibrée et équitable de l'ensemble des parties. Encore une fois, permettre à l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut, de participer, voire même ceux qui sont juste, on va dire encore une fois, au niveau des habitants, des simples curieux concernés par leur territoire, désireux de comprendre un peu mieux son fonctionnement et des projets. Et on le voit au niveau du point 6 également, il peut y avoir des réticences au niveau des élus, au niveau des structures publiques, parapubliques, d'impliquer des variables qui sont difficilement gérables. Parce que finalement, lorsqu'on est uniquement au travers des acteurs, on va dire institutionnels, qu'ils soient publics, parapublics ou socioprofessionnels, on maîtrise quand même plus ou moins bien leurs réactions. Rajouter la population, souvent, c'est un facteur d'inconnu, d'instabilité, de surprise, qui n'est pas forcément, on va dire, le bienvenu toujours dans des processus qui impliquent un investissement en temps, un investissement en énergie, et on a envie que ça soit un succès. Donc, pour que ce soit un succès, on essaie de maîtriser le plus de paramètres possible. Or, dans la pratique, ça se prépare aussi avec les habitants. Bien sûr, il ne faut pas, on va dire, improviser ce genre de démarche, mais on est surpris du retour possible et finalement de l'énergie en plus qu'on peut obtenir si on prépare bien cette implication. Donc, prendre en considération dans cette méthodologie qu'il y a des points effectivement à anticiper pour permettre le succès de chacune des étapes. Oui, merci Nicolas. Et justement, on va aller un peu plus loin dans chacun de ces points, en commençant donc par fait de créer un espace propice à ces discussions qui favorise l'action collaborative et le développement d'initiatives concrètes, adaptées à la réalité locale et qui contribuent à la régénération. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est encore une fois d'impliquer les communautés dans la planification,
et dans le développement touristique de leur lieu de vie. Et pour cela, c'est le point essentiel, c'est vraiment d'offrir les opportunités, l'espace et les outils qui permettent, un, d'identifier leurs besoins, de comprendre ce qui leur manque, ce qui ne leur convient pas, d'exprimer leurs aspirations, leur vision, ce qu'ils aimeraient voir changer, et trois, de pouvoir participer activement à la conception et à la mise en œuvre des initiatives touristiques. Donc le point le plus important, c'est finalement d'intégrer, d'impliquer tout acteur qui le souhaite et qui est motivé dans ces discussions. Et alors finalement, cette implication justement de la communauté, c'est un aspect qu'on voit déjà dans la démarche de tourisme durable, notamment dans certains critères de certification durable. Mais ce qui va changer dans la démarche régénérative, c'est vraiment euh, le niveau d'implication des résidents et à quelle fréquence et, dans quelle mesure on crée vraiment cet espace presque de sécurité et d'échange et qui permet à tout le monde de sentir qu'il a une place et une voix dans la manière dont cet espace est façonné. Dans la même idée, le recrutement équilibré et équitable de l'ensemble des parties, c'est une étape absolument cruciale puisque finalement, généralement, les projets qui sont conçus, ce sont les projets et les politiques qui vont le plus concerner les habitants ou les membres qui, en général, n'ont pas leur voix dans cette démarche de développement. Et donc, en privilégiant les parties qui sont les plus affectées, qui sont les plus impactées par ces projets et ces politiques, et qui ont le moins de pouvoir d'influence sur le développement, on va finalement réussir à apporter des visions différentes et des envies différentes qui vont finalement venir enrichir le développement. Alors, évidemment, en réalité, c'est une chose qui est très dure à organiser. D'après les retours qu'on a eus, ça prend au moins 1 an à organiser pour réussir à impliquer les personnes, impliquer les bonnes personnes qui vont vraiment avoir envie de jouer un rôle dans ce développement. Donc c'est vraiment un processus de long terme qui nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts, d'investissement et de temps. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réunir des personnes qui sont passionnées et en fait, finalement, c'est la seule manière d'avoir un processus dynamique qui va permettre aussi d'inspirer d'autres personnes à se réunir et voilà. Donc, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais les solutions qui peuvent en résulter valent toujours le coup. Nicolas? C'est la large définition du panel des gens qui participent. Plus, on va dire, l'implication est large, plus les minorités actives au sein de ces processus prennent leur place légitime. C'est-à-dire que le problème, quand vous ouvrez généralement, on va dire, le dialogue au plus grand nombre, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont se présenter parce qu'ils ont une logique d'intervention quasi systématique dans ce genre de forum. Pour autant, il faut s'assurer de la représentativité de tous. C'est pas parce qu'un groupe, on va dire, participe et est très actif qu'il représente des acteurs qui sont un peu plus silencieux. Donc, il faut bien s'assurer que
la participation de la population est vraiment représentative de l'écosystème dans lequel vous évoluez. Sinon, obligatoirement, vous allez faire face à des phénomènes de résistance parce que les populations non représentées considéreront qu'ils n'ont pas été impliqués suffisamment pour s'inscrire dans une acceptabilité des solutions qui auront été définies. Donc un point qu'on a déjà beaucoup abordé au cours de ce webinaire et le webinaire précédent, c'est la nécessité de comprendre le lieu, ses acteurs et leurs besoins. Et c'est là que les animateurs de ces séances de co-design vont jouer un rôle crucial, puisque c'est eux qui vont venir guider les discussions et qui vont finalement créer l'atmosphère de ce lieu d'échange et pour recueillir le le ressenti et les expériences vécues, puisque c'est ça finalement qui compte et c'est à partir de là qu'on peut réussir à faire changer les choses dans le bon sens, c'est en comprenant quelle est la réalité des locaux, des personnes, des résidents locaux et quelle est la réalité de la destination, comment les personnes le vivent au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire changer et comment. Donc un point important, c'est vraiment d'écouter les histoires des personnes qui ont finalement tous une expérience à partager, d'identifier les défis, les problèmes, et finalement, en fait, de réussir à dézoomer, prendre du recul sur essayer de comprendre, d'avoir une vue d'ensemble des relations entre tous les résidents, entre tous les acteurs qui communiquent autour de la table. Et donc tout ça, ça part effectivement d'une bonne animation et d'un climat de sécurité, de confiance, d'une écoute bienveillante et empathique. Donc c'est un point très important. L'objectif derrière tout ça, finalement, c'est d'identifier la vision commune qui relie tous les acteurs, puisque c'est ça qui va faire la force de cet exercice de co-design, c'est de trouver sur quel point l'ensemble de ces acteurs se relient et sur quel point ils peuvent d'une certaine manière se connecter pour partager cette vision unique qu'ils ont pour ce territoire. Et en fait, sur ce point-là, on observe souvent que la vision qui est un peu dictée par les autorités régionales et nationales du tourisme ne correspond pas toujours avec les aspirations et les besoins des résidents locaux. Et donc, il peut y avoir une promotion de la destination qui vient clasher avec celle des visiteurs et du rôle qu'ils ont envie d'avoir dans le développement de cette destination. Donc vraiment l'objectif de cette démarche de co-design, c'est de créer cette vision commune et qui va réunir l'ensemble des parties. Et en fait, cet exercice ne marche que si cette vision est amenée à évoluer et qu'on la questionne au fil du temps et qu'elle évolue au fur et à mesure que les générations passent. Et donc, finalement, c'est un processus qui doit avoir suffisamment de flexibilité et d'adaptabilité pour pouvoir prospérer sur le long terme. Et donc pour ça, on a besoin aussi d'indicateurs qui peuvent mesurer la progression. Donc ça, c'est un exercice qui est propre à chacun des lieux, qui est propre à chacune des sessions de co-design, c'est de définir quel indicateur va réussir à définir le tourisme de demain pour l'endroit dans lequel on vit.
Ensuite, toujours dans cette démarche de créer un espace de partage et de collaboration, il faut réussir à mener la discussion, à guider l'ensemble des parties, tout sans influencer leur voix respective. Et donc, le rôle des facilitateurs, c'est vraiment de choisir la méthode et les outils qui sont adaptés aux besoins spécifiques euh, en fonction des projets concernés. Et effectivement, un point très important, c'est qu'il n'y a pas de méthode standard pour tout ça. Un point qui est très très important, c'est la relation de confiance qui s'installe. Si vous organisez des ateliers de co-création et que les gens se rendent compte que finalement, vous avez juste voulu cocher une case, celle de la consultation du public, mais qu'il n'y a pas de suivi réel, là, vous ne les aurez plus la prochaine fois, déjà. Et, parce que les gens vont considérer qu'ils ont servi de caution à un processus auquel finalement leur participation n'a pas été, on va dire, effective. Elle était juste de principe, mais pas suivie d'effet. Co-construire, co-design, ça veut vraiment dire impliquer les gens. C'est pas simplement consultatif, c'est une co-construction. Si on ne prend pas en compte l'apport, parce que voilà, on prend les avis, mais on ne suit pas, on reste sur la ligne de départ, vous ruinez tout le processus. Oui, effectivement, l'objectif, c'est vraiment de créer une forme de synergie entre les locaux et l'ensemble des acteurs liés au tourisme, mais qui soient tous au même niveau pour impacter ce processus de la même façon. Donc voilà, dans l'incubation des actions et dans la réitération, la récolte des retours qu'on a vu tout à l'heure, finalement, les objectifs globaux, si on prend du recul sur les solutions avancées dans une démarche régénérative, ce qu'on veut retrouver, c'est vraiment ces points-là, l'aspect équilibré, pluridimensionnel, collaboratif, respectueux et holistique. Donc c'est des termes qu'on a beaucoup employés au cours de ces différentes sessions, mais c'est ceux qui viennent résumer l'ensemble du processus. Et finalement, ce processus, s'il n'est pas axé sur le long terme, il ne prospérera pas. C'est donc une démarche qui nécessite beaucoup de suivi et l'évaluation des progrès, ainsi qu'une collaboration continue et une communication transparente sur l'ensemble des résultats et des efforts qui ont été mis en place dans cette démarche de régénération. J'essaye de faire en sorte de garder un petit temps pour les questions. Ouais, juste un petit point, on va dire en complément, en termes d'opportunités. On l'a pas évoqué jusque maintenant, mais impliquer la population, c'est également, alors qu'elle soit, on va dire, organisée ou non, hein, en termes de société civile, c'est aussi obtenir des ressources supplémentaires. Parce qu'en termes de... Là, au Royaume-Uni, on le voit énormément avec le rôle du bénévolat dans les structures d'accueil touristique. C'est un levier, on va dire, de force de travail pour réaliser des choses qui est à ne pas négliger. Oui, effectivement. Et c'est justement ce qu'on voit, c'est une très bonne transition avec l'exemple de Flinders Island, puisque donc c'est en Tasmanie et pas au Royaume-Uni, un exemple qui vient d'un peu plus loin, puisque finalement c'est difficile de trouver des exemples d'approches réellement régénératives
en France. Donc Flinders Island, ils ont créé la stratégie The Islander Way, dans laquelle ils ont voulu vraiment avoir cette démarche de co-création dès le début. Donc ici, on voit une carte, une cartographie des défis, obstacles et des solutions potentielles apportées dans cette démarche de co-création et de régénération. Et alors, on voit finalement la complexité et l'ensemble des variables qui doivent être prises en compte quand on parle de régénération. Donc, ça illustre que c'est vraiment pas un processus simple, mais qui peut en résulter énormément de motivation, d'implication, comme disait Nicolas. Finalement, c'est une valeur ajoutée des deux côtés. Et ici, on voit les chiffres. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, beaucoup d'heures consacrées à ce travail de essayer de façonner cette vision commune et des projets finalement simples mais adaptés aux besoins des résidents et du lieu en particulier. Donc il y a des actions notamment sur la récolte des déchets locaux, une initiative la plus grosse initiative, c'était celle qui vise à atteindre 0 déchet et à réduire leurs déchets solides de 50% en 10 ans sur le territoire. C'est quelque chose qu'ils réussissent à mettre en place grâce à la participation des résidents, à l'éducation de l'ensemble des parties, l'éducation des résidents, des visiteurs, pour les inviter à réfléchir sur leur gestion des déchets. Ensuite, une autre façon dont les résidents sont impliqués, c'est la création, l'amélioration et l'amélioration des sentiers de randonnée au sein de l'île. Et c'est une façon de soutenir finalement les parcs nationaux avec des programmes justement de bénévolat, à la fois pour les résidents et pour les visiteurs, qui va servir au parc et à l'ensemble de la faune et la flore qui sont sur le lieu. Et donc, c'est une démarche donc, qu'on appelle plus communément la renaturation, le réensauvagement, par exemple, en retirant on l'a vu dans le webinaire précédent, on retire des barrières qui vont faire obstacle à la faune, on va améliorer les systèmes de sentiers. Il y a aussi beaucoup de projets de citizen science qui éclosent, qui visent à, encore une fois, informer les résidents, les visiteurs sur tout l'écosystème autour duquel ils évoluent, tout en les impliquant dans la protection d'une certaine espèce, par exemple. Et finalement, un autre exemple qui a émergé de cette démarche de co-création à Flinders Island, c'était un réseau de nourriture afin d'améliorer les réseaux les réseaux locaux pour accroître accroître l'apport de produits frais et locaux au sein de l'île. Et donc, finalement, créer un réseau d'entrepreneurs et de producteurs locaux qui vont se soutenir mutuellement et apporter un bénéfice financier et émotionnel mutuel. Donc, voilà, c'est des exemples d'initiatives qui ont été mises en place dans ce projet. Donc, je vous invite vraiment à aller voir vous informer plus en détail de ces deux initiatives qui sont très inspirantes et finalement, on se rend compte que ce genre d'initiative peut être bénéfique à tous et être mise en place un peu partout. Alors, maintenant il nous reste 6 minutes, je vous laisse maintenant la parole, ou en tout cas la possibilité de vous exprimer si jamais vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, en attendant peut-être que les questions arrivent, il y a une question du retour, parce comme on l'a vu là sur l'exemple de Flinders Island, ça demande, on va dire, un temps considérable en termes d'investissement. Mais encore une fois, on s'installe, Maëva, je crois, dans une dimension de collaboration à long terme. C'est-à-dire qu'on Oui, met en place, on va dire, des liens avec des acteurs qui ne sont pas forcément identifiés initialement, qui deviennent des relais sur le long terme dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives et des politiques au niveau du territoire. Donc, je pense que c'est pour avoir vu des exercices un peu similaires qui n'impliquaient pas toujours la population, ça peut être assez lourd à mettre en œuvre. Mais encore une fois, on a cette dimension de longévité de l'amortissement de l'investissement qui est à prendre en considération, je pense. oui, effectivement. Marion avait une question, ou est en train de préparer une question. Peut-être plus simple de vous laisser vous exprimer directement, Marion. Est-ce qu'il y aurait une autre question à part celle de Marion Gléréan? Non. Alors, comme vous le savez, les leaders sont basés sur des GAL, des groupes d'action locales. Et pour avoir été, on va dire, en tant que président du conseil de développement, membre d'un GAL leader, celui du pays boulonnais, oui, vous pouvez rejoindre, on va dire, ce type d'initiative. En règle générale, ils sont animés par un technicien, soit de PCI, soit de regroupement de PCI, comme par exemple à l'échelle du pays. Mais c'est tout à fait possible en tant que représentant de la société civile ou partie prenante dans ce secteur de faire acte de candidature pour rentrer dans un GAL leader. C'est nécessaire par rapport à la sélection des projets qui sont accompagnés. Alors par contre, si mes souvenirs sont bons, cette génération-ci de leaders, les programmes ont été validés au mois de juillet. Donc on va être là à la rentrée sur effectivement la constitution de ces groupes qui vont s'occuper de la mise en œuvre du programme. Est-ce que ça répond à votre question, Marion? Une autre question avec laquelle on va conclure de la part de Najat. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, Je me Marion. permets de répondre à votre question. Oui, ça répond à mon interrogation et je me demandais en complément, en fait, s'il y a un lieu où on peut voir tous les appels à projets du type de ceux de leaders qui ont attrait au tourisme. Là, en fait, moi, je pense
en particulier au domaine du Dauphiné, qui a lancé ça, et l'appel à projet est valable encore jusqu'à fin septembre, donc c'est la semaine prochaine. Ça dépend vraiment des territoires, hein. Certains font des appels à projets, d'autres reçoivent les dossiers au fil de l'eau. Ça, c'est vraiment ultra local en termes d'organisation. Il y a certains départements ou même régions qui font un travail de regroupement de l'ensemble des dispositifs pour orienter. Mais voilà, c'est un petit peu, on va dire, complexe là de vous apporter une réponse. Mais pour le prochain webinaire, on regardera la question et voir si on trouve des éléments concrets de ce côté-là. Super, merci. Et pour la question de Najat, et on va conclure parce qu'on arrive à l'heure, bah, oui, il y a des exemples. On va citer la baie de Somme, avec des acteurs comme baie de Somme Zéro Carbone qui ont joué, on va dire, un rôle important comme interlocuteur de la partie institutionnelle, gestion de destination, et qui agissent maintenant aux côtés, on va dire, donc la société civile peut s'organiser, la communauté peut s'organiser, mais encore une fois, par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment, ces notions de représentativité sont importantes. Il ne s'agit pas d'avoir une catégorie qui s'organise et qui vient phagocyter l'ensemble des participants possibles sur un territoire. C'est une très bonne question. Merci. Maëva, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à tous pour votre participation aujourd'hui et on vous retrouve mercredi prochain pour le webinaire qui sera cette fois-ci plus axé sur les pratiques de storytelling dans un développement de tourisme régénératif. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi et vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.